Ein, zwei, drei, guten Tag, ich bin Vera DM, willkommen in der Visual Show. Bienvenue dans ce premier épisode du Der Visual Show, parce que oui, l'intro et l'outro sont en allemand, mais l'épisode est en français. Et avant de commencer, je vais vous expliquer déjà qu'est-ce que c'est le Der Visual Show. Donc c'est une sorte un peu d'émission. Ça va essentiellement tourner autour de la mode, d'où le M dans Vera DM. Il y aura 9 épisodes en comptant celui-là pendant 3 semaines, donc 3 vidéos par semaine. Et dans chaque épisode, à peu près, il y aura l'histoire d'une maison de luxe. Et pour ce premier épisode, je vous propose l'histoire de Dior. La légende dit que ce serait le lendemain de la Seconde Guerre mondiale que le modéliste Christian Dior a fondé sa maison. C'est la légende, mais en réalité, il aurait fondé sa maison dans les environs de la fin de la Seconde Guerre. Mais c'est le 12 février 1947 qu'est présentée la première collection dans les salons du 30 avenue Montaigne, adresse emblématique de Dior, toujours aujourd'hui. Après des longues années de conflits à cause de la Seconde Guerre mondiale, la population française adore la collection qui inspire le bonheur, la beauté et le renouveau. Le créateur surprend alors la mode actuelle en imaginant des mannequins avec élégance, légèreté, avec donc des jupes amples mais gonflées, coupées à mi-mollet, des froufrous, une taille cintrée. Ça va être appelé le New Look. C'est le nom donné par Carmel Snow, rédactrice en chef du Harper's Bazaar. Le nom New Look sera interprété comme une sorte d'hymne de féminité et de séduction. Les vêtements constituent alors les fondations de la maison. Mais pour Christian Dior, le parfum est nécessaire pour sublimer et embellir les vêtements. C'est ainsi que le même jour de la sortie que la première collection, ou dans les environs du même jour encore une fois, le parfum Miss Dior est sorti. Il adorait les fleurs, faire du parfum était une évidence pour lui. D'ailleurs, il habitait étant petit et né à Granville. Ça se visite, c'est un des musées. On peut visiter notamment les jardins qui lui a inspiré tout cet amour pour les fleurs. On le connaissait pour ses créations idéalistes, mais également pour ses créations visionnaires. Grâce à ça, en 10 ans, la maison Dior s'impose à l'international, en commençant par l'Angleterre et les États-Unis. La façon dont est exposé Dior à l'étranger s'est vu comme novateur, nouveau et un peu incroyable. Mais malheureusement, Christian Dior décédera en 1957. C'est donc Yves Saint Laurent à Paris et Marc Bohan pour Londres et New York qui vont reprendre les directives artistiques de la maison. D'ailleurs, Yves Saint Laurent va être formé par Christian Dior lui-même pour qu'à sa mort, il reprenne les rênes artistiques de la maison. Malgré les succès de sa première collection, vraiment, elle est adorée, Yves Saint Laurent va quitter très rapidement la maison pour se consacrer sur sa propre marque. Marc Bohan le remplace et signe toutes les collections jusqu'en 1989 avant de laisser sa place à Gianfranco Ferré. Le groupe LVMH décide de racheter Dior au début des années 90. En 1996, l'arrivée du couturier John Galliano fait prendre un virage glamour et révolutionnaire, bénéfique pour la marque ainsi que pour la sphère mode mondiale. Grâce à lui, le chiffre d'affaires de la maison s'envole. Malgré sa créativité et son exubérance, John Galliano garde dans ses créations les caractéristiques originelles de la maison telles que le raffinement, l'élégance et l'excellence. Entouré des créateurs les plus emblématiques de son époque, des créateurs hyper perfectionnistes, la maison est parvenue à être un des géants du luxe. La marque se distingue également grâce à ses collaborations avec de nombreux artistes et cinéastes. Nathalie Portman incarnait le visage pour le clip publicitaire de Miss Dior Chérie. Mais la marque peut aussi compter sur ses plus grandes égéries, dont le style, la façon d'être sont incomparables et contribuent à vraiment sublimer les créations. On y retrouve notamment Monica Bellucci, Charlize Theron ou encore Jisoo de Blackpink. La marque va se mettre sur tous les domaines, que ce soit la mode, le parfum, les cosmétiques, l'horlogerie, la joaillerie. Quels que soient ces domaines, l'excellence est toujours au rendez-vous et elle perdure. Certains produits sont d'ailleurs de véritables incontournables, comme le célèbre Lady Dior, créé en 1995. C'est pareil pour le saddlebag dessiné par John Galliano, devenu un véritable must-have de la marque. Ces deux sacs mettront Dior parmi les meilleurs maroquiniers tels que Louis Vuitton ou Céline. Côté fragrance, Eau Sauvage sortira en 1966, J'adore en 1999 et Poison en 1985. Ces parfums sont toujours aussi vendus, existent toujours et Dior niveau beauté ils sont au top du top avec une ligne cosmétique développée depuis 1954. Pour ce qui est des bijoux, c'est la directrice artistique de la maison, Victoire de Castellane, qui les imaginera. Comme disait Christian Dior, il appelait ça les bijoux couture. Ce sont des bijoux représentant la perfection, l'originalité et surtout un savoir-faire de qualité. En mars 2011, John Galliano se sépare de la maison, c'est Raf Simons qui prendra la relève en 2012. Puis
en 2016, il sera remplacé par Maria Grazia. Nommée à la direction artistique des collections femmes, elle évolue aux côtés du créateur Kim Jones qui en mars 2018 devenait le directeur artistique de Dior Homme. À l'occasion du Vogue Fashion Festival, Kim Jones expliquait sa volonté de placer les collaborations en véritable fer de lance. Son objectif était de conserver le savoir-faire historique de la maison avec de nouvelles créations ayant une vision assez créative, mettant en évidence l'amour de Monsieur Dior pour l'art. En 2019, c'est l'artiste new-yorkais Daniel Arsham qui fait donc le décor du défilé Homme Printemps-Été 2020, symbolisant alors la notion de temporalité entre architecture et sculpture. Il a été sollicité par Kim Jones pour faire ce fameux décor. Pour ce qui est de cette collection, il va réinterpréter les codes du street en rendant estime au point de départ de cette aventure, le 30 Montaigne. Maria Grazia voulait elle aussi réinterpréter l'héritage du couturier français en annonçant en mai 2019 le lancement de la collection Capsule 30 Montaigne. Un nouveau sac est destiné à l'adresse mythique, dévoilé en hommage aux côtés d'intemporels tels que le Dior Book Talk et le Saddlebag. Maria Grazia a également confié quelque chose à Vogue, je cite, « Chez Dior, je suis constamment en train de regarder le passé et l'avenir en même temps. » Cette vision, la directrice artistique l'applique tant à l'identité de la maison, mais aussi au travail de ses propres créations. Ainsi, elle comparait l'aspiration de Christian Dior d'offrir du bonheur dans un contexte d'après-guerre aux actuels problèmes dus à la pandémie et autres crises mondiales. Aujourd'hui encore, c'est l'un des sacs les plus vendus de la maison, voire le plus vendu, le plus réinterprété. Tout le monde en a déjà entendu parler, c'est bien évidemment le Lady Dior. Alors voici son histoire. L'histoire raconte que ce serait Bernadette Chirac qui, en 1994, souhaite offrir un sac unique en son genre, vraiment qu'on n'a jamais vu, à la princesse Lady Diana pour sa visite à Paris. Bernadette Chirac va donc prendre contact avec une maison française, nulle autre que Dior, parce qu'elle pense que c'est une maison qui a la possibilité de lui proposer quelque chose qui lui plaît et donc de réussir à trouver son sac parfait. La maison va lui proposer un modèle de sac qui se nomme à ce moment-là le chouchou. À l'origine, ce sac est noir, en cuir d'agneau ou de veau, orné de charmes Dior. Il sera offert à la princesse au moment de l'exposition Cézanne qui a eu lieu au Grand Palais. On la voit tout le temps prise en photo avec, que ce soit d'événements publics, de visites officielles, lors d'un séjour en Argentine, bref, tout le temps. Et face à la forte demande, il sera commercialisé au nom de Lady Dior en 1995 et entre le moment où il s'appelait le chouchou et le moment où il s'appelle le Lady Dior, il s'est appelé pendant un certain temps le sac princesse. En 2 ans sera vendu plus de 200 000 exemplaires, ça multipliera par 10 le chiffre d'affaires de la maroquinerie Dior et depuis 2016, tous les ans sont sélectionnés des artistes pour faire les Lady Dior Arts et en 2012 et depuis 2012 parce que ça perdure toujours, il y a une exposition qui s'appelle Lady Dior As Seen By qui est en œuvre, qui est passée par plusieurs villes telles que Shanghai, Düsseldorf, Berlin, enfin bref, qui est passée dans plein de villes. Vous voyez, l'histoire elle est assez simple, mais c'est une histoire quand même qui a donné lieu à un des sacs les plus emblématiques de la sphère mode. On sort de Dior, on sort du luxe maintenant et on part niveau création. Je vais vous montrer comment on peut upcycler un vieux sac en un sac un petit peu plus joli, un peu moins abîmé. Pour ce qui est du matériel, on a besoin de tissu, de ruban et de colle chaude. Je mesure la quantité de tissu dont je vais avoir besoin, puis je la colle. J'appuie pour bien faire adhérer le tissu avec la colle. J'enlève l'excédent de tissu pour que ça fasse plus propre. Je viens couper les angles le plus précisément possible, puis je le colle. Ensuite, je colle les 2 côtés du rabat. Je coupe le tissu dont je n'aurai pas besoin après avoir vérifié que j'avais assez de tissu pour recouvrir le sac. Et je colle tout ce qui est à coller. Je viens ensuite dans mon tissu du début couper des bandes de tissu.
venir ensuite en coller un sur le bas du sac. Pour rendre les bords plus propres et avoir un sac un peu plus travaillé, je rajoute du ruban sur le pourtour du sac à peu près au niveau des endroits où j'ai collé. Il faut faire ça très minutieusement sinon ça rendra très moche et plutôt sale. Avec un autre morceau de ruban, j'ai recouvert la partie en simili-cuir qui se trouve sur la bandoulière. Et là commence la partie la plus difficile de cet upcycling, qui est de passer un ruban dans les maillons de la bandoulière. C'est une galère à faire, je vous laisse regarder car je ne sais même pas vous expliquer comment j'ai fait. J'ai fait la même chose sur la anse principale du sac, mais cette fois-ci avec un ruban d'un violet plus foncé. Et pour finir, j'ai rajouté un ruban que j'ai noué sur la anse. A l'origine, j'avais prévu d'upcycler le sac avec une sorte de quadrillage sur le tissu fait avec des rubans de plusieurs couleurs. Je n'ai pas fait cette idée car mes morceaux de ruban n'étaient pas assez longs pour faire exactement ce que je voulais et en plus je n'en avais pas assez. J'ai donc opté pour ne mettre que le tissu et ne pas faire de quadrillage pour être sûre d'avoir un résultat réussi. Je n'avais d'ailleurs pas non plus prévu de recouvrir les bords du sac avec du ruban comme je l'ai fait. Je n'ai rajouté cette étape que lors de la création, me rendant compte qu'il y avait traces de colle et autres petits détails qui ne me convenaient pas. Bon bah me voilà avec mon nouveau petit sac, tout mignon. Donc pour ce qui est de la fabrication, c'est assez simple, du tissu, du ruban et un sac en pas très bon état. Et donc avec cette bandoulière en chaîne que j'ai rubanté, nouveau mot inventé, je ne pense pas que ça existe, inspiré des sacs Chanel. J'ai pas envie de dire que c'est la fin de cet épisode, mais c'est la fin quand même. Donc danke für Zusehen, das war Vera DM für der Video. Tschüss.